Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories, une émission digitale ce samedi avec l'interview du patron de Ledger, start-up intégrée au Next 40 qui fait des prouesses à l'étranger. Avec humilité, Pascal Gauthier, serial entrepreneur, sera avec nous sur ce plateau dans une poignée de secondes. Et puis gros plan sur un réseau social discret mais efficace. Je veux parler de Pinterest qui trace sa route avec un business model différent de ses concurrents. Immersion dans les arcanes de ce social network en seconde partie d'émission. Et puis ce sera le grand retour de Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte, qui nous dira tout de la certification B Corp. Smart Stories, c'est parti. Smart Leader tout de suite avec Pascal Gauthier, CEO de Ledger, dont la mission est de sécuriser crypto-monnaie ou blockchain dans des coffres-forts numériques destinés aux particuliers et aux entreprises. Pascal Gauthier, bonjour. Bonjour Capitaine. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Après un début de carrière chez Quelcou, on se rappelle de Quelcou au début des années 2000. Vous avez rejoint Criteo en 2008. Vous investissez personnellement dans des projets digitaux. Et vous avez pris plus récemment la direction de Ledger, l'entreprise dont vous allez nous parler aujourd'hui. Vous avez fait partie des premiers à croire dans l'avenir des crypto-monnaies. Pour quelle raison, Pascal Gauthier ? Pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que je pense que c'est important de construire des grandes entreprises en France et en Europe. C'est un peu mon dada, j'ai envie de dire. Vous parlez de serial entrepreneur. Moi, je le fais parce que je pense que construire des grandes entreprises, c'est important pour le futur de la France et de l'Europe pour garder notre souveraineté numérique, ce qui est souvent dit. On va en reparler, mais ça veut dire que vous avez une vision long terme en permanence. Très long terme. De promotion aussi des valeurs, je pense. C'est ça qui est important. On voit bien que les GAFA nous imposent leurs valeurs avec leur technologie. Ce pas forcément des mauvaises valeurs, d'ailleurs, ce n'est pas ça que je critique, mais simplement ce sont les leurs. Et nous, avec la technologie, on doit promouvoir les nôtres. Et pour l'instant, la France et l'Europe, en règle générale, on a failli à créer des champions de la technologie mondiale, des très grands champions de la technologie mondiale, comme Google, comme Facebook et autres. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je suis tombé sur les crypto-monnaies et le Bitcoin en 2014. Tombé, c'est-à-dire tombé, vous avez lu un article, on m'a présenté. Non, j'ai vu quelqu'un qui était un des grands entrepreneurs de la crypto-monnaie. Quelqu'un qui s'appelle Vences Cesares, qui a fait une entreprise qui s'appelle Zapo, qui était une des premières entreprises à lever de l'argent dans les crypto-monnaies. C'est un Argentin extraordinaire. Il m'a expliqué le Bitcoin en 5 minutes. Je n'avais rien compris avant. Après, j'ai tout compris. Et je me suis dit que c'était une grande révolution. Voilà. Donc ça, c'était en 2014. Alors Ledger, aujourd'hui, comment ça marche concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux novices que nous sommes et aux novices qui nous regardent, vous vous appuyez sur la carte à puce, c'est ça ? Exactement. Mais de manière plus simple, en fait, je vous raconte une petite histoire, c'est les chercheurs d'or. Les chercheurs d'or, on dit toujours que dans la recherche de l'or, ceux qui avaient gagné de l'argent, c'était ceux qui vendaient les pelles et les pioches. En fait, c'est faux. Ceux qui ont gagné de l'argent, c'était ceux qui vendaient les coffres forts. Parce que quand on redescendait de la montagne, il fallait bien mettre son or quelque part. Il fallait le protéger, sinon l'or, on peut facilement le voler. Et donc, il fallait le mettre dans des coffres forts. Et vous êtes un chercheur d'or du 21e siècle. Et nous, on est les fabricants du coffre-fort du 21e siècle. En fait, c'est ça qu'on fait. On fait des coffres forts pour les particuliers et des coffres forts plus complexes pour les institutions financières. Donnez-nous un exemple concret pour un particulier. Moi, par exemple, si je devais faire appel à vos services. Ah bah ça, je peux même vous montrer. Vous avez un coffre-fort. Parce que j'ai un coffre-fort sur moi, ça ressemble à ça en fait. Donc il est petit. C'est un petit coffre-fort numérique. C'est une petite clé USB. Voilà, petite clé USB qui protège vos secrets. En fait, ce qu'il y a sur une carte à puce, donc dedans il y a une carte à puce comme sur votre carte bleue. Et ce qu'il y a sur une carte à puce, c'est quoi ? C'est du hardware sécurisé qui protège vos secrets. Sur votre carte bleue, ça protège les secrets de votre banque. Et ici, ça protège vos secrets. Parce que détenir un bitcoin, c'est détenir une clé cryptographique. Et donc ça, c'est un secret qu'il faut donner à personne. Et c'est ça qu'on protège pour vous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, vous n'êtes qu'un investisseur chez Ledger. Et finalement, vous en prenez la direction. Qu'est-ce qui s'est passé ? La machine s'est emballée ? Oui, c'est ça. En fait, moi, je reviens sur le fait de bâtir des grandes entreprises. Je pense, enfin, je ne sais pas si j'ai fait ma spécialité de ça, mais enfin, j'ai démontré par le passé qu'on savait faire, notamment avec Criteo, où j'étais Chief Operating Officer. On a une très belle aventure. On est parti de France et on a explosé un peu partout dans le monde. Ça a été une belle aventure financière et bien sûr, on a eu une introduction en bourse, mais c'était avant tout une très belle aventure d'exécution parce qu'on est une des rares sociétés françaises chez Criteo à avoir eu des équipes vraiment partout dans le monde, c'est-à-dire au Japon, en Corée, au Brésil, aux États-Unis, etc. Et tout ça de manière organique, c'est-à-dire sans racheter des entreprises, c'est-à-dire simplement en déployant nous-mêmes et en embauchant des gens dans tous ces pays-là.
Et donc ça, c'est vraiment super. Et c'était une école magnifique pour tout ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire faire grandir une entreprise. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et à un moment donné, chez Ledger, il y a eu besoin de ce scale parce que les crypto-monnaies, au début, c'était un phénomène qui était assez niche, assez petit. Et là, c'est un phénomène qui est vraiment en train de se réaliser et vraiment devenir ce que les Américains appellent mainstream, c'est-à-dire c'est vraiment en train de devenir un marché à part entière. Et donc là, il faut faire du scale, c'est-à-dire majoritairement recruter des gens, déployer dans des pays, etc., etc. Et donc ça, c'est ce que je sais faire. Alors, vous employez ce mot scale. Vous êtes, on peut le dire, un spécialiste reconnu des scale-up, justement, ces petites entreprises qui connaissent une croissance frénétique, exponentielle. On n'est quand même pas très fort dans ce domaine-là en France. Pourquoi, Pascal Gauthier ? On peut même dire que c'est notre faiblesse en France. Ouais, c'est notre faiblesse. Effectivement, il y a une étude qui est parue dernièrement qui a montré sur les 15 dernières années le nombre de unicorns, de licornes qui avaient été créées en France par rapport à l'Allemagne et même à l'Angleterre. C'est assez peu, en fait. Ouais, donc il y a Criteo évidemment. Alors, il y a les licornes qui ont réalisé leur liquidité. Sur les 15 dernières années, il n'y a que Criteo, en fait, qui a fait vraiment une introduction en bourse et qui est sorti à 100%. Les autres, en fait, restent privés, ne sont pas encore sortis. Et donc, la valorisation, elle est très théorique, finalement. C'est le prix du papier qui a été payé par le dernier investisseur. Et donc, c'est vrai que sur la France, ce n'est pas encore créé des très grandes entreprises. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais la première, peut-être, c'est un manque d'ambition et se dire que, finalement, tout est possible. Moi, ce que je vois souvent, parce que j'ai été aussi investisseur, et ce que je vois souvent chez l'entrepreneur français, c'est un peu ce joueur petit bras, un peu quand on joue au tennis et quand on commence à jouer petit bras, on est un peu petit bras. On aime bien déjà l'entre nous, on aime bien réussir en France, on aime bien passer à la télé en France, on aime bien faire beaucoup de choses en France et on se projette assez mal finalement à l'international. Contrairement à des Israéliens ou des Suédois qui, eux, n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas de marché vraiment local aussi gros que le marché français. Et donc les Français, on est tiraillés entre cette volonté de réussir localement et ce manque d'ambition d'aller, et cette peur même peut-être d'aller à l'international. On pense toujours que les Américains, par exemple, sont plus forts que nous, ce qui est absolument faux, mais c'est enraciné en nous. Je reviens, Pascal Gauthier, à votre business model. Comment s'est passé le confinement ? Est-ce que justement ça a été un moment très opportun pour Ledger ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est en train de se passer avec la crypto-monnaie, c'est très important. Et c'est, On peut parler de valeur refuge, ouais, de crypto-monnaie. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on dit toujours le Bitcoin, c'est l'or digital. Et pendant longtemps, ça a été une question, est-ce que finalement, le Bitcoin joue ce rôle de valeur refuge ? Aujourd'hui, c'est vraiment en train de le devenir. Il y a d'ailleurs des signes très intéressants. Aux États-Unis, il y a de plus en plus d'entreprises qui placent une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Ils ne gardent plus des dollars, ils transforment les dollars en Bitcoin parce qu'ils pensent que le Bitcoin a plus de chances de réussir dans le futur. D'ailleurs, c'est pour ça que le conseil que je pourrais donner d'ailleurs aux gens qui nous regardent, et notamment si je suis en France patron d'une très grande entreprise avec une grosse trésorerie, sans doute que non seulement j'en placerai en Bitcoin, comme le font les Américains, et en plus de ça, j'appellerai Ledger parce que nous, on a de la technologie qui permet de conserver ensuite ces Bitcoins en toute sécurité. Est-ce que vous diriez qu'avec l'accélération de la transition numérique, justement, les sujets de cybersécurité ils deviennent de plus en plus importants, incontournables ? Oui, vraiment, parce que la sécurité, finalement, dans tout ce qui est ces actifs digitaux critiques, et même en règle générale, c'est de plus en plus pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire sans sécurité. Ce que le Bitcoin montre, c'est que si je prends votre clé privée, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai pris votre Bitcoin. Si je peux attaquer votre pacemaker qui est connecté, je peux vous retirer la vie. Et donc la sécurité, étant donné que tout devient connecté, est de plus en plus importante. Et c'est pour ça que là-dessus, nous, on fait beaucoup de recherches sur le sujet. On a quelque chose chez Ledger qui s'appelle le Donjon, qui est un laboratoire d'attaque avec une dizaine de personnes, ce qu'on appelle des chapeaux blancs, des white hats, c'est-à-dire des hackers, mais qui luttent pour le bien. Et donc nous, on passe, et eux d'ailleurs, donc ils passent leur journée à attaquer nos produits, à attaquer les produits de nos concurrents, nos partenaires, pour essayer de faire monter le niveau de sécurité, parce qu'on pense que c'est très important pour le futur. Oui. Je fais un petit raccourci, vous parlez de sécurité, j'en viens aux données. Emmanuel Macron s'est exprimé mercredi dernier, vous le savez. Il a dit que l'appli Stop Covid n'était pas un échec, mais qu'elle n'avait pas marché. Je reprends ses propres mots. On joue sur les mots, évidemment. Quel est votre regard sur le sujet en tant qu'entrepreneur du numérique en France ? Enfin, on est dans une situation abracadabrantesque, non ? Moi, vous savez, en tant que PDG d'une entreprise, si quelqu'un me dit bon, écoute, Pascal, c'est pas un échec, mais ça n'a pas marché, généralement, j'ai une réaction assez violente parce que, comme dit mon père, il n'y a que le résultat qui compte.
Si ça n'a pas marché, ça veut dire que c'est un échec, en fait. Ensuite, il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Et ça, on peut en discuter. Et puis on peut essayer en deux mots, selon vous? La première... En fait, la raison, c'est que... on n'a pas imposé l'utilisation de cette technologie ou de cette app. Peut-être la technologie au départ a été mal choisie, mais quoi qu'il arrive, une fois qu'on a l'app, on n'est pas capable d'imposer l'utilisation de cette app, alors qu'en parallèle, on est capable d'imposer un confinement et on est capable d'imposer un couvre-feu. Donc en fait, il y a une gestion de nos libertés un peu à double temps, où on nous empêche de vivre, en fait, d'une certaine manière. Par contre, on ne veut pas nous imposer de mettre une application sur notre téléphone. Donc là, il y a eu clairement... C'est plus un problème de démocratie, finalement, je pense, qu'un problème de technologie, en fait, dans le cadre de cette application. Il marche à reculons, ce gouvernement, selon vous? En tout cas, prenons le prisme du numérique, il y a un sérieux problème. Parce qu'on pourrait le résoudre comme ça, le problème du confinement, du couvre-feu, etc. C'est ce qui se passe dans certains pays, comme au Vietnam, à Singapour, certains pays d'Asie, qui le gèrent très bien. Je pense que déjà, pour n'importe quel gouvernement aujourd'hui sur la planète, c'est très dur. Maintenant, une fois que ça s'est dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas, et que d'ailleurs, autour de moi, personne ne comprend. C'est cette... ni pour ni contre, bien au contraire. On est pour la technologie, mais pas trop quand même à la fin. Et donc, c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'il faut faire une app, mais on ne va pas l'utiliser parce que ça serait prendre trop de liberté à nos concitoyens. Et la liste des contre-pieds comme ça sur il faut faire la 5G, mais bon, on va quand même faire des moratoires et on va laisser faire. Donc, on est capable d'imposer, encore une fois, des choses qui sont très dures aux citoyens français. Par contre, la 5G, c'est un débat. Bon, ça, c'est assez bizarre pour une société qui se dit vouloir être technologique. Ce ni oui ni non très français, que vous décrivez très bien, qui peut être un peu agaçant. C'est pour cette raison que vous réalisez 98% de votre chiffre d'affaires à l'étranger, Pascal Gauthier? C'est une bonne question. Moi, de toute façon, j'ai toujours voulu faire des sociétés à l'international. Aujourd'hui, il faut comprendre que la France, effectivement, ça pèse 2% de notre chiffre d'affaires. Mais pour n'importe quel business, ça devrait peser un petit pourcentage de son chiffre d'affaires. Surtout 2% pour un entrepreneur français, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a quelque chose, il y a un problème. Oui, mais Criteo, c'était à peu près la même chose à l'époque, en fait. Mais finalement, tout le staff, l'establishment, c'est quand même délocalisé aux États-Unis rapidement. Là, vous êtes basé en France. Non, en fait, on était à peu près tous restés en France. En fait, on s'était éclaté un peu partout dans le monde avec Criteo, parce qu'on voulait être une entreprise mondiale, ce qui est à peu près la même chose qu'on souhaite réaliser avec Ledger. Et d'ailleurs, Criteo, on est resté une société française jusqu'au bout, au passage. Mais par contre, si on a de l'ambition et si on veut réussir, il faut absolument se penser comme entreprise mondiale. On ne peut plus se penser comme entreprise française. Donc de toute façon, moi, quand je choisis mes business et quand je choisis mes batailles, c'est tout de suite pour faire le maximum de business en dehors des frontières françaises, parce que de toute façon, la France, aujourd'hui, un pays comme la France, pèse très léger dans l'économie mondiale et en plus est en décroissance. Donc aujourd'hui, c'est plus intéressant d'être numéro 1 aux États-Unis, c'est plus intéressant d'être numéro 1 au Japon et d'être numéro 1 en Chine, et numéro 1 en Asie du Sud-Est, parce que là, on parle à des milliards de consommateurs, alors que la France, finalement, on n'est que 65 ou 70 millions de consommateurs. Très riches, sans doute, mais que 65 sur 8 milliards d'êtres humains, quoi. Très rapidement, il nous reste 20 secondes. J'ai envie de vous poser cette question. En appel 5 ans, vous avez levé 61 millions d'euros. À quoi est-ce qu'ils ont servi ces millions? Et est-ce qu'il y a une deuxième levée de fonds qui est dans les cartons? Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Ils ont servi à développer l'entreprise, à investir, à recruter beaucoup de personnes. Il y a 250 personnes chez Ledger aujourd'hui. 250 personnes, ouais. Réparties dans le monde entier. Réparties dans le monde entier, effectivement. Et puis, la prochaine levée, on est constamment en train de lever de l'argent. Donc, elle sera annoncée un jour, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Elle est donc bien dans les cartons. C'est des choses sur lesquelles on travaille constamment. On restera là-dessus. Merci beaucoup, Pascal Gauthier. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et on poursuit tout de suite Smart Story avec Smart Tomorrow. Et on poursuit cette émission consacrée au digital et aux startups ce samedi avec Smart Tomorrow et la chronique de Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte. Bonjour et bienvenue Marie. Marie qui vient nous faire part de l'humeur des tendances de ce qui bouge dans les entreprises de son réseau. Et on va parler aujourd'hui de Bicorp. Et puis Adrien Boyer est aussi avec nous. Bonjour Adrien, vous êtes le PDG de Pinterest en France. Soyez le bienvenu. Vous restez avec nous. On parle avec vous Marie donc de Bicorp, ce label qui gratifie les entreprises engagées dans la performance, la transparence et la responsabilité sociale et environnementale. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de raison d'être des entreprises, d'entreprises à mission.
émissions et c'est tant mieux. Mais il y a une certification qui a le vent en poupe et dont on parle moins, c'est B Corp. B Corp, c'est un label qui a été créé aux États-Unis en 2014 et qui est vraiment la certification à obtenir quand on veut parler d'engagement et d'impact de son entreprise. C'est aussi le sésame à avoir quand on cherche des investisseurs parce qu'ils sont de plus en plus focus sur les critères d'ESG, environnement, social, de gouvernance. Et d'ailleurs, la baseline de B Corp, c'est ne pas chercher à être la meilleure entreprise au monde, mais être la meilleure entreprise pour le monde. Quelques exemples d'entreprises. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Blédina, Nature et Découverte, Phoenix, Veja, voilà, vraiment Ulule, vraiment des belles marques à impact. Alors l'idée, c'est de mesurer l'impact positif des entreprises. Ça commence à devenir très important. Concrètement, B Corp, c'est pour qui ? Comment ça marche? Et est-ce que vous avez essayé ou est-ce que des entreprises de votre réseau ont essayé? Oui, nous, ça y est, on a commencé la certification depuis plusieurs mois. Et ça tombe bien parce que 95% des entreprises certifiées B Corp sont des TPE, des PME, des startups, donc comme nous, tout simplement parce que l'impact est souvent inné chez elles. Et puis, c'est plus facile d'opérer des changements quand la structure est petite. Donc, il faut d'abord, c'est un long processus, hein, il faut un peu de patience. Il faut d'abord répondre à 200 questions et avoir un score de 80 sur 200. Donc nous, ça y est, on a passé cette étape-là. Ensuite, on est audité pour voir si on atteint bien ce score de 80 points. Et ensuite, si l'audit confirme ce score, on a enfin la certification au bout de ce long processus. Qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce qui peut changer? Est-ce que c'est une philosophie, une raison d'être qui change avec cette certification, Marie? Alors nous, chez nous, on a remarqué 3 changements majeurs. Le premier, c'est qu'on a une raison d'être qui est la place des femmes dans l'économie, parce qu'on a un réseau business féminin, et on n'avait pas forcément mesuré notre impact, mis en place des indicateurs, comment les suivre, etc. Donc ça, c'est chose faite. Deuxième changement grâce à la certification B Corp, c'est une multitude de petits points qu'on peut toutes et tous changer dans notre entreprise. Par exemple, mettre en place une priorisation de fournisseurs, labels bio, local, etc. Pour les collaborateurs, faire en sorte qu'il y ait des notions de RSE dans leur fiche de poste, par exemple. Donc ça, c'est plein de petites choses qu'on peut faire. Et puis, on peut faire aussi des changements majeurs. Et par exemple, nous, à la question quelle est votre politique en termes de congés deuxième parent, eh ben, on s'est rendu compte bêtement qu'on n'avait jamais réfléchi à cette question au sein de l'entreprise, alors que c'est quelque chose qu'on porte de façon globale dans la société, parce que ça a un impact sur la place des femmes dans l'économie. Et donc, on s'est réunis et on a décidé de mettre en place un congé deuxième parent de 2 mois. Et la super nouvelle, c'est qu'il va être pris prochainement. Donc ça, c'est une bonne fierté. Donc vraiment, le label B Corp, c'est un label que je recommande pour les TPE, PME, start-up, parce que ça permet de mesurer son impact. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes B Corp, vous? Non, on n'est pas B Corp, mais on va le considérer. C'est plus long, c'est encore plus long, mais c'est vraiment important. Ouais. Danone, par exemple, est en train de le faire. D'accord. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Adrien Boyer, bonjour. Vous êtes donc le patron de Pinterest en France. Merci Marie. Vous restez avec nous. Alors vos chiffres, Adrien, sont éloquents. Chaque mois, 400 millions de personnes viennent sur Pinterest. On le voit à l'écran pour planifier un dîner, un achat, une déco de maison ou un voyage. Et vous vous targuez de 17 millions de visiteurs uniques en France. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, vous brillez par votre discrétion. On a le sentiment que vous tracez un petit peu votre route dans l'ombre. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une stratégie assumée, Adrien Boyer? Oui, c'est absolument assumé. En fait, c'est une entreprise qui a effectivement plus de 10 ans. On a une présence en France depuis 6 ans. Et en fait, on s'est très attaché à travailler sur notre mission, qui est d'apporter à chacun l'inspiration qui lui permet de mener la vie qui lui plaît. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Et nous nous assurons, avant de communiquer plus largement, de pouvoir avoir des produits qui créent un écosystème vertueux avec nos utilisateurs et avec les créateurs de contenu. Mais comme vous l'avez noté, c'est aussi un service qui croît très fortement, puisqu'on a passé le cap de plus de 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels, qui correspond à une croissance de l'ordre de 39% d'une année sur l'autre, sachant que le bouche à oreille est le levier numéro 1 de croissance de Pinterest. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos concurrents Facebook, Twitter, Instagram, qui sont dans une stratégie, je dirais, un peu plus agressive que la vôtre? Oui, alors déjà, il y a une différence de produit.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas un réseau social. Pinterest est un moteur de découverte visuelle. Vous vous rendez typiquement sur Pinterest lorsque vous cherchez des inspirations par rapport à un projet du quotidien, par rapport à un projet saisonnier ou un projet de vie. L'idée étant pour nous de pouvoir vous communiquer l'inspiration la plus pertinente, la plus utile, afin que vous puissiez poser votre téléphone et réaliser cette inspiration dans votre vie quotidienne. Donc il y a des différences fondamentales entre Facebook, Instagram ou autres réseaux sociaux et Pinterest. Je dirais qu'il y a d'abord la motivation première. Vous n'allez pas sur Pinterest pour connecter avec vos amis, vous y allez pour un projet éminemment personnel et pour chercher des inspirations qui correspondent à votre goût. Donc notre algorithme, notre manière de fonctionner n'est pas un algorithme social, mais un algorithme du goût. On essaie de comprendre qu'est-ce qui peut appeler à votre intérêt. Donc il y a un espace-temps qui est différent des autres réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Vous n'allez pas partager ce que vous avez fait le week-end dernier ou ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, mais vous préparez l'avenir. En fait, vous allez sur Pinterest pour préparer un mariage, pour préparer un emménagement, pour préparer un dîner. Et donc, on accompagne nos utilisateurs dans des projets de vie, ce qui contribue d'ailleurs à faire de Pinterest une plateforme extrêmement positive. En fait, lorsqu'on sonde nos utilisateurs, ils sont 91% d'entre eux à qualifier leur expérience de Pinterest comme étant positive. Ils ne sont que 26% d'entre eux à qualifier l'expérience des réseaux sociaux comme positive. Et ça, j'imagine que ça joue en période de crise. Est-ce que vous avez constaté un accroissement de votre volume de votre audience pendant le confinement? Oui, tout à fait. En fait, disons que le modèle de Pinterest et l'utilité de la plateforme a été validé pendant cette période de confinement. On a connu des pics de trafic et d'engagement, avec notamment des croissances de 60% des recherches, 40% d'enregistrement d'épingles. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu d'une part différentes séquences dans ce confinement. D'abord la sidération, comment est-ce que je m'organise étant à la maison, mon télétravail, des recettes pour la famille, comment faire du sport à la maison. Ensuite, quand le confinement s'est prolongé, on a vu beaucoup de do-it-yourself dans la mode, dans la beauté ou autre. Et puis ensuite, lorsqu'il y a eu cette levée de confinement, les individus se sont repris à rêver et à préparer les projets. Alors vous dites les individus, mais qui sont vos clients? On imagine que vous allez chercher la génération X, Y. Comment est-ce que vous les séduisez? Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? Oui, alors le cœur de cible n'était pas celui-ci, puisqu'on a 70% de femmes et 30% d'hommes, et historiquement, on avait une population plutôt 35 ans plus. Mais ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, c'est que c'est la génération Z, la génération X et les millénials qui tirent la croissance. Et en fait, lorsque vous analysez les recherches de ces populations, les catégories sont les mêmes. Donc on a des catégories qui sont très populaires comme la cuisine, la décoration, la mode, la beauté, le voyage. Mais par contre, les idées recherchées, les inspirations recherchées au sein de ces catégories vont être très différentes en fonction des profils de l'audience. Alors un moteur d'inspiration, c'est bien, mais il vous faut quand même un business model solide. C'est quoi le business model de Pinterest? Alors c'est du média. En fait, ce qu'on a qui est extrêmement précieux pour des marques et des annonceurs, c'est d'une part cette intention que les utilisateurs ont lorsqu'ils vont sur la plateforme. Ils ont une intention commerciale qui est très forte. En fait, on a 84% de notre audience qui vient sur Pinterest en amont d'un achat. Du coup, l'opportunité pour une marque, c'est de toucher ces utilisateurs qui sont en phase de considération active de projet et de les emmener en quelques clics de cette phase d'inspiration jusqu'à l'acte d'achat. Jusqu'à l'acte d'achat. Le shopping. Donc là, vous avez des chiffres qui permettent de voir justement si l'achat est conclu. Oui, tout à fait. Le taux de conversion? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas un taux de conversion moyen parce que c'est vraiment à voir sur un partenaire donné au regard d'une campagne donnée. Mais disons qu'on a beaucoup de succès aujourd'hui sur la conversion grâce au lancement notamment des produits shopping qu'on a fait. Aujourd'hui, en fait, historiquement, on a vraiment travaillé sur la partie amont pour comprendre votre goût et pouvoir vous distribuer les bonnes inspirations. Plus récemment, on a lancé la capacité pour une marque ou un distributeur d'uploader tout leur catalogue produit, ce qui crée des épingles produits dynamiques, avec un prix dynamique, une disponibilité en stock, avec un marqueur pour vérifier un marchand, ce qui permet et donne la confiance, par exemple, à un utilisateur de cliquer sur cette épingle, d'arriver sur un site de e-commerce et de conclure la transaction. Mais à un moment où le marché publicitaire s'effondre, on le voit en raison de la crise, comment est-ce que vous continuez à... Alors, comment est-ce que ça se passe chez vous et comment continuer à séduire les annonceurs? Alors, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous voyez? Ça se passe bien. Enfin, vous avez quand même une baisse de votre chiffre d'affaires et enfin, on le voit dans tous les médias de France et de Navarre. Ils sont tous touchés. Donc... Alors, je ne peux pas commenter sur les chiffres actuels. Non, mais c'est de notoriété publique. Oui. Alors pour nous, la dynamique, en tout cas, d'un point de vue d'utilisateur, trafic et engagement. Là, je vous parle des annonceurs. Et les annonceurs, en fait, a repris beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement que ce que nous attendions. Et ce qu'on voit, en fait, qui est particulier pour les annonceurs, c'est qu'il y a une valeur qui est particulière dans la mesure où
sur Pinterest, les marques sont nécessaires. Elles sont essentielles parce qu'elles sont des solutions par rapport à des besoins d'utilisateurs. Elles ne sont pas intrusives, elles sont additives. Et cette intention et cette recherche qu'ont les utilisateurs de contenu de marque pour répondre à leurs attentes se traduit dans de la performance. Vous allez quand même avoir une baisse de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Fatalement, elle va être de quel ordre à peu près, Adrien Boyer? Je ne peux pas commenter sur cette phase, mais disons que comme nous avons lancé la plateforme en France fin 2018, je dirais que nous sommes dans une dynamique de forte croissance. Marie-Éloi. Et quand on est petit entrepreneur à la tête d'une entreprise TPE, PME, comment on peut utiliser Pinterest au mieux pour attirer des clients? Oui, tout à fait. Alors, vous avez différentes stratégies. Vous pouvez d'une part établir un profil pour votre marque et donc vous commencez à créer des tableaux qui peuvent correspondre à des collections ou votre stratégie marketing, ce qui permet ensuite à nos algorithmes de machine learning et de reconnaissance visuelle de pouvoir faire découvrir votre marque dans des recherches plus larges d'utilisateurs. Le deuxième aspect de votre stratégie, ça peut être d'installer les bons boutons sur votre site internet ou sur votre blog, afin que si moi, en tant qu'utilisateur, je vais sur votre site, je puisse enregistrer un contenu qui m'intéresse, un produit qui m'intéresse, qui va créer une épingle et va l'enregistrer dans mon tableau pour que j'y revienne plus tard. Et puis dernièrement, c'est effectivement comment intégrer Pinterest dans votre stratégie de communication. On mène des ateliers pour les marques, pour les créateurs, en ligne actuellement. Je serais ravi de vous en faire profiter. Donc c'est ça les relais de croissance pour Pinterest, puisque le marché publicitaire est quand même dans une mauvaise posture en ce moment. Il est là le relais de croissance, est-ce qu'il y en a d'autres ? Sur le relais de croissance pour votre entreprise. Alors pour nous, les objectifs de croissance sont en fait, d'une part, de continuer à acquérir du contenu local, inspirant, parce qu'on est comme une place de marché d'inspiration. Donc pour faire croître notre base d'utilisateurs et l'engagement, il nous faut toujours plus de contenu local. Donc on a une équipe qui est effectivement très focalisée là-dessus. Et ensuite, c'est continuer à délivrer de la performance pour les annonceurs, que ce soit sur les campagnes de branding ou que ce soit sur des campagnes de performance. Et tout ça, une fois de plus, rendu permis par l'utilisation que font les utilisateurs, passer de cette phase intentionniste de considération active jusqu'à l'acte d'achat. Comment est-ce que la technologie fonctionne pour les recommandations? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Parce que vous ne recommandez pas les mêmes épingles à tout le monde. Bien sûr. Donc, quand vous créez un compte, on vous demande déjà 5 centres d'intérêt. Est-ce que vous aimez la cuisine, quel type de cuisine, le jardinage, la mode, la beauté? Et donc, ça permet de peupler un premier fil d'inspiration d'épingles. Ensuite, à chaque fois que vous créez un tableau, que vous le nommez d'une certaine manière, que vous enregistrez une épingle, nous avons des signaux sur vos intérêts parce que nous avons mappé tout ce contenu et nous sommes en mesure, grâce à nos algorithmes de découverte visuelle et de machine learning, de vous faire des recommandations par rapport à des projets que vous puissiez avoir. Dernière question, Adrien Boyer, il y a eu déjà beaucoup et malheureusement beaucoup de casse sociale en sortie de confinement. On rentre dans une deuxième vague difficile. Comment est-ce que ça se passe en termes d'emploi chez Pinterest en France et sur un plan international aux US? Nous recrutons. Nous sommes en dynamique de croissance et donc nous recrutons en France et à l'international. Donc il n'y a eu aucun licenciement chez Absolument Pinterest sur les 12 derniers mois? Absolument pas. Et dernière question, on rentre donc dans cette deuxième vague tant redoutée, couvre-feu, reconfinement. Vous le voyez comme une aubaine, comme une opportunité? Est-ce que vous allez profiter de ce moment pour lancer peut-être de nouveaux services? Alors, je ne dirais pas que c'est une aubaine, puisque personne ne peut se réjouir d'une deuxième phase de confinement, mais disons qu'il est clair que beaucoup de temps se reporte sur les plateformes digitales. Nous l'avons vu dans cette première vague de confinement. Nous attendons à ce que cette tendance se maintienne. Et donc, nous sommes vraiment attachés à continuer à faire notre travail, offrir le meilleur contenu, le plus inspirant pour nos utilisateurs et nous assurer plus que jamais de délivrer de la performance pour des annonceurs qui voient dans de nombreux cas leur budget marketing être réduit. Merci beaucoup Adrien Boyer, merci Marie-Éloi. On se retrouve très vite, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles très belles histoires d'entrepreneurs.